la parole. D'accord, très bien. Bonjour à toutes et à tous et merci à Thierry et Xavier pour l'invitation. Thierry, bien évidemment, on se connaît depuis maintenant une dizaine d'années, je pense depuis 2014, il me semble, 2013-2014. Je serai éternellement reconnaissant pour votre soutien depuis toutes ces années et ça m'a servi justement pour aller au bout de ce parcours de recherche. Donc, sans trop tarder, je vais essayer de résumer un peu les résultats de ma recherche de thèse que j'avais soutenue en septembre dernier. Et donc, l'intitulé sera les chantiers chinois de construction en Algérie, stratégie, marché et rapports sociaux. Il s'agit d'une enquête auprès de 2 filiales chinoises à capitaux publics, auprès de ce qu'on appelle les nouvelles villes en Algérie, donc la nouvelle ville de Béjaïa. Ça date un peu, hein, mon terrain de recherche de thèse était entre 2017 et 2019. Donc, sans trop tarder, je vais directement aller sur des éléments de contextualisation, quelques repères sur les relations sino-algériennes, même s'il y a désormais une bonne littérature sur ça. Donc, c'est assez connu. La Chine et l'Algérie entretiennent une amitié assez particulière, hein, qui est historique, qui remonte à la conférence de Bandung en 1955, mais pas que l'Algérie, bien évidemment. Par la suite, le Parti communiste avait reconnu le gouvernement provisoire de l'Algérie en 1958. Il avait soutenu aussi, même si c'était un soutien assez modeste, parce que la Chine n'était pas très développée à ce moment-là. Donc, ce soutien et cette reconnaissance et une forme de contrepartie, hein, de la part de l'Algérie, notamment en soutenant la Chine face au dossier taïwanais, en réintégrant, en tout cas, c'était l'ex-président algérien Bouteflika qui était ministre des Affaires étrangères en 1971, qui avait porté cette requête pour que la Chine regagne son siège au sein de l'ONU. Puis par ailleurs, il y a aussi une forme de diplomatie, puisque, comme toutes les relations politiques, il y a une forme de diplomatie qui convertit en partenariat commercial et économique. Et ça s'illustre à travers des organisations assez connues, hein, comme les formes de coopération sino-africain, où l'Algérie avait adhéré déjà depuis son lancement. Puis il y a ce qui me semble plus important, c'est cette date-là, en 2007, il y a cette convention entre la Chine et l'Algérie qui mettait fin à la double imposition aux entreprises, qui était très favorable aux entreprises chinoises qui sont implantées en Algérie. Bon, par ailleurs, ça profite aussi à quelques importateurs algériens qui ont des bureaux en Chine, mais c'est essentiellement les sociétés chinoises qui ont tiré bénéfice de cette convention. Et puis en 2014, il y a la signature du partenariat global stratégique, qui élargit les champs des coopérations économiques et commerciales. Et en 2015, il y a aussi une date assez importante où la Banque d'Algérie avait intégré l'Yuan dans son panier de devises et donc avait normalisé les échanges entre la Chine et l'Algérie en utilisant le yuan et donc en contournant le dollar par cet accord. Et puis en 2018, il y a le fameux projet des routes de la soie où l'Algérie avait adhéré officiellement à ce projet. Par ailleurs, quelques éléments importants, malgré tous ces éléments qui sont importants, l'Algérie n'a pas réussi à adhérer au BRICS+. On reviendra sur ce point si vous le souhaitez par la suite. Mais elle a réussi de façon un peu, j'allais dire, un peu trop critiquée par l'opinion algérienne, a réussi à adhérer aux coopérations de Shanghai et puis aussi à la nouvelle banque de développement qui est la banque des BRICS récemment, même si il me semble que le président Tebboune avait retiré son dossier d'adhésion au BRICS+. Mais on reviendra sur ce point si vous souhaitez. Quelques chiffres clés sur la relation sino-algérienne. La Chine est le premier fournisseur commercial de l'Algérie depuis, il me semble, 2013, qui a détrôné la France depuis. Il y a une moyenne de 6 à 7 milliards d'exportations par an. Ça fluctue d'une année à une autre, mais ça tourne autour de ça. Et puis, si on regarde aussi les stocks d'IDE, et là je remercie encore une fois Thierry qui nous a simplifié l'extraction des données, on regarde entre 2003 et 2019,
l'Algérie se présente comme première en Afrique en termes de stock net d'IDE. Et c'est essentiellement dans le secteur des hydrocarbures, mais de plus en plus dans le secteur minier. Je pourrais vous en donner des exemples par la suite. Et puis, le volet qui nous intéresse le plus, en tout cas dans le cadre de ma recherche, c'est que vous avez, pareil, dans le même cadre chronologique, on a près de 75 milliards de dollars de contrats de prestation de services, essentiellement dans le BTP, ce qui positionne aussi, encore une fois, l'Algérie première en Afrique pendant cette période. Le BTP, justement, c'est l'un des secteurs les plus dynamiques en Algérie. Ça représente en moyenne 10 à 15% du PIB algérien. Donc là, les photos que vous avez ici sont des projets phares qui ont été réalisés par des sociétés chinoises, la Grande Mosquée d'Alger, l'aéroport international d'Alger aussi, une bonne partie de l'autoroute Est-Ouest, qui est la plus grande en Afrique, l'hôtel Sheraton. Vous avez l'opéra d'Alger, mais là, c'est un cas particulier qui illustre la stratégie des dons des investissements, des infrastructures. Donc, c'est la Chine qui l'avait offert à l'Algérie. Il y en a aussi des barrages. Celui-ci, c'est le barrage de Djel, où vous en avez aussi surtout des logements publics. Et celui-ci, c'est les logements sociaux de la région d'Al Olma, qui est à côté de Sétif. Pourquoi ces entreprises chinoises se sont implantées justement massivement en Algérie? Pourquoi elles gagnent les marchés? Il y a tout un contexte d'implantation. Donc, je reprends l'expression d'un économiste qui parle d'une double coïncidence des objectifs à partir des années 2000. Donc, vous avez d'une part les commandes publiques de construction qui sont financées par la rente des hydrocarbures, essentiellement la rente pétrolière, donc, qui alimente toutes les politiques publiques, tous les plans de croissance, de relance économique. Mais bon, là, vraiment, je la fais courte parce qu'il y a d'autres éléments aussi, parce qu'il y a une forme de perte de capacité de production en Algérie aussi, qui est constatée depuis les années 90, notamment depuis la mise en place du plan d'ajustement structurel. Mais on ne va pas en fait imputer la faute qu'à ce paramètre-là. Il y en a d'autres éléments qui sont liés à la gouvernance, à la corruption, à des problèmes sociopolitiques, etc. Mais en Algérie, pour résumer, il y a une succession en fait d'événements politico-économiques qui ont fait qu'il y a cette perte de capacité de production qui oblige aussi les autorités algériennes à aller chercher une forme de main-d'œuvre étrangère, comme on cherche la marchandise, tout court. Et puis en parallèle, cette coïncidence des objectifs, aussi côté chinois, il y a cette internationalisation des entreprises de construction qui s'inscrit dans le cadre de la Go Out Policy, donc qui incite en tout cas ces entreprises, notamment publiques, à aller s'internationaliser et aller chercher des marchés et des débouchés à l'étranger. Ce qui fait que actuellement, j'avais vérifié pour les données les plus récentes, vous avez un tiers des filiales chinoises en Algérie sont dans le secteur du BTP. Il y en a à peu près 130 ou 140 au dernier chiffre. Et donc, vous avez un tiers qui est dans le secteur des travaux publics. Il y a environ 45 000 jusqu'à 50 000 salariés chinois dans ce secteur. Ça, c'est assez variable, notamment depuis le Covid, il y a eu une baisse, mais ça a repris depuis. Et donc, ces entreprises réalisent en moyenne un chiffre d'affaires de 6 milliards par an. On a des années où on avait un peu plus, un peu moins, mais c'est une moyenne. Et vous avez près de 40% de ces marchés publics, pas 40% de ces contrats, justement, réalisés par les entreprises chinoises sont dans les marchés publics. Donc, ça représente une part assez conséquente. Donc, si je voulais résumer un peu la problématique de ma recherche en une phrase, c'est assez compliqué, mais je dirais quelle est l'interaction entre la dynamique interne des entreprises chinoises et le contexte sociopolitique et économique algérien. Donc c'est ce que j'essaie de présenter dans ma thèse qui comportait 6 chapitres. Donc dans le premier chapitre, j'essaie de faire un cadrage statistique sur les relations sino-algériennes, d'essayer de comprendre aussi le fonctionnement des marchés publics en Algérie à travers ce sujet. Et puis de comprendre l'intégration des entreprises chinoises, comment elles signent des contrats, comment elles réduisent les coûts, comment elles mobilisent la main-d'œuvre. J'essaie par ailleurs, en tout cas, je prête une attention particulière aux trajectoires socio-professionnelles et aux rapports interpersonnels, parce que toute la dynamique de l'entreprise repose aussi sur le facteur travail et donc le facteur humain. Et puis en dernier, j'essaie de décrire les conditions de vie de travail de ces salariés, après avoir présenter leur profil et leur trajectoire. J'essaie aussi de comprendre comment ils vivent au quotidien.
Je vous présente rapidement justement le terrain de l'enquête. Donc, il s'agit de logements publics de la nouvelle ville de Béjaïa, qui est une ville côtière, mais je vous montrerai en fait ça sur la carte, qui a 16 000 logements publics. Donc, vous avez 40% qui sont partagés entre une entreprise locale qui s'appelle Gebeco et une entreprise turque, donc qui sont accordés sur appel d'offres. Je reviendrai sur ce point par la suite. Et puis, vous avez les 60% restants qui sont partagés entre deux entreprises chinoises, notamment la CRCC et qu'on appelle l'entreprise 4C en Algérie. Donc, ces contrats sont accordés en gré à gré, contrairement aux autres entreprises, mais je reviendrai sur ce point plus tard, comme je vous disais. Et puis, ces deux entreprises chinoises, donc la China Railway Constellation, la CRCC, est présente en Algérie depuis 2006, notamment sur le fameux chantier de l'autoroute Est-Ouest que je vous montrais tout à l'heure. Et il y a l'entreprise 4C, la China Communication Constellation, qui, elle, présente en Algérie depuis 2011 suite au projet d'extension du port d'Oran. Mais elle s'est orientée par la suite, comme la CRCC d'ailleurs, hein, orientée par la suite au chantier de construction de logements. Donc pour localiser justement le terrain de l'enquête, la ville de Béjaïa, c'est le point rouge que vous voyez ici, une ville côtière, à 250-60 km d'Alger. Et donc mon terrain d'enquête, c'est ce que j'entoure en rouge, hein, c'est la nouvelle ville de Béjaïa. Et puis en bleu, c'est justement l'ancienne ville, le chef-lieu de Béjaïa. Vous voyez la distance entre les deux. On avait cette volonté de mettre ce qu'on appelle ces nouvelles villes, entre guillemets, vraiment à la périphérie, hein, très, très loin sur des zones périurbaines, voire rurales. Et donc, c'est ce qu'on appelle en sociologie urbaine des sites dortoirs, hein, quelque part. Donc, la fin du chantier ressemblait plutôt à ça, mais moi, quand j'étais sur le terrain, ça ressemblait plutôt à ces images que vous avez en face. Là, c'était, je pense, en 2018, fin 2018. Moi, j'avais commencé en 2017, hein, mon terrain d'enquête. Donc, un point sur la méthodologie de la recherche. J'ai mis en place une démarche inductive, hein, qui croise un peu la socio-économie de l'entreprise avec l'anthropologie du travail. Donc, j'essaye de regarder, bien évidemment, ces questions de coût, d'organisation, mais aussi tous les rapports sociaux que je décrivais en objectif tout à l'heure. Et puis, cette démarche sous-entend aussi une approche combinatoire entre les méthodes qualitatives et quantitatives. Donc, d'un point de vue quantitatif, j'essaie de compiler des statistiques macro, à la fois en regardant le ministère des Travaux publics, le ministère du Logement, qui m'avait fourni assez de données, mais surtout la CNAS, la Caisse nationale des allocations sociales, ou de la sécurité sociale. C'est l'un des organismes les plus fiables en Algérie. Hein. Il est très, très à jour, bien avec des services numérisés, digitalisés, etc. Donc, les données sont relativement fiables. Donc, que je compare aussi avec les données chinoises, notamment toutes les données que Thierry partageait sur son site, hein, qui est désormais une vraie bibliothèque pour ceux qui travaillent sur la Chine-Afrique. Puis toujours dans l'aspect quantitatif, il y avait 70 ou 80 questionnaires qui ont été traduits d'abord en mandarin grâce à un interprète algérien qui travaille avec moi, qui est sinisant. Enfin, mon niveau de mandarin ne me permet pas de conduire des entretiens. J'apprends, mais c'est très, très... je suis un débutant, quoi. Hein. Donc, du coup, il fallait travailler avec un interprète. Et donc, il m'avait aidé à travailler les questionnaires. Et sur 130 ouvriers chinois, on a eu 75 questionnaires, ce qui est assez représentatif. Puis, le dernier point quantitatif, c'est l'inventaire, mais qui est dédié essentiellement aux ouvriers subsahariens. Mais je reviendrai sur ce point en détail par la suite, qui sont omniprésents sur les chantiers chinois. Donc, c'était une surprise pour moi. Et donc, il fallait adapter la méthodologie pour essayer d'évaluer justement le nombre de ces ouvriers, qui est très, très fluctuant par ailleurs. Puis côté qualitatif, c'est en tout cas la démarche la plus importante, c'est cette observation immersive, hein, d'être souvent sur le terrain. J'avais un calendrier où je passais 6 mois en Algérie et 6 mois à l'étranger, en l'occurrence en France. Et donc, pendant les 6 mois où je suis en Algérie, je suis quasi quotidiennement sur les chantiers.
Puis il y a des entretiens ethnographiques, pareil, toujours à l'aide d'interprètes pour questionner, en tout cas interroger les acteurs chinois. Mais vous avez sur le chantier une multitude d'acteurs, et donc vous avez par exemple des cadres chinois qui parlent assez bien anglais, donc il y a des entretiens en anglais. Il y a des cadres qui parlent relativement bien français, donc ça peut être en français, mais souvent aussi en langue arabe, en langue kabyle aussi, parce que le Jaya, c'est en Kabylie. Donc c'est l'une des difficultés aussi de ce terrain, mais je reviendrai sur ce point plus tard. Et puis, dernier point de l'aspect méthodologique, c'est cette analyse de documentaire que je ne sais pas trop comment situer entre l'aspect quantitatif et qualitatif, mais quand je parle d'analyse documentaire, je fais référence à toute la documentation que je peux récupérer auprès des entreprises chinoises, mais aussi auprès des institutions algériennes. Donc cette documentation permet d'alimenter, en tout cas mon approche méthodologique, et surtout d'évaluer les écarts entre les éléments déclaratifs des entreprises et des administrations algériennes et ce qui est constaté sur le terrain ou déclaré par les acteurs aussi. Je ne sais pas pourquoi ça bug un peu. Ou de vous montrer quelques photos de terrain. Enfin, c'est pas très classe de vous montrer les godasses de chantier, mais c'était pour vous dire que j'avais cette obligation de porter à la fois le casque et les godasses constamment, alors que la plupart des cadres ne les portaient pas, et surtout que je devais payer une caution que je n'avais jamais récupérée d'ailleurs, pour pouvoir avoir ces équipements. Et donc, j'avais eu surtout la chance de participer à certaines réunions avec des cadres chinois et algériens. Et en fait, on m'a indirectement invité parce que parfois, il n'y a pas assez d'interprètes pour assister les cadres. Et donc, quand par malchance pour eux, mais par chance pour moi, un cadre chinois qui parle uniquement anglais et le cadre algérien en face n'est pas assez bon en anglais, donc on fait appel à moi pour assister aux réunions. Donc, vous imaginez bien que ce type de rencontres ou de réunions permet d'avoir des informations assez particulières, assez sensibles, que je ne pourrais pas en fait obtenir par les autres approches classiques de recherche. Donc, revenons aux difficultés de terrain que j'avais évoquées par ailleurs. Il faut savoir qu'en Algérie, mais Thierry l'avait évoqué sommairement au début, le terrain est très difficile d'accès. C'est-à-dire que même si vous avez l'accord d'une entreprise pour effectuer une enquête, il vous faut absolument une autorisation ministérielle. Vous pouvez toujours le faire de façon informelle, mais vous avez énormément de risques en menant une enquête de façon informelle. Donc, ça m'a pris en moyenne 4 mois pour valider mon terrain. Quoique j'avais déjà des contacts, j'avais déjà travaillé sur le sujet pendant mes années de master, mais voilà, ça a pris quand même assez de temps. Et puis, même si j'avais une autorisation ministérielle, j'avais aussi des auditions par la gendarmerie. J'étais convoqué, je pense, au moins 5 fois. Parce qu'on cherchait à comprendre pourquoi je travaillais sur ce sujet, pourquoi ça a duré aussi longtemps et quel était l'objectif. Mais bon, je vous expliquerai plus tard pourquoi j'ai été convoqué autant de fois. Parce qu'en fait, il y a des affaires de corruption derrière, mais je reviendrai avec des cas plus concrets. Et puis, l'une des difficultés aussi d'un point de vue méthodologique, c'est que quand vous travaillez dans le secteur du BTP, en tout cas, les terrains sont assez grands et surtout en constante évolution. Donc, quand vous commencez le terrain, vous avez peut-être pas assez d'éléments matériels autour de vous, mais au bout de 2-3 mois, vous avez des immeubles qui poussent, et donc il y a une transformation aussi des rapports sociaux sur le chantier. Il y a un mouvement du personnel, ce que je mets entre parenthèses. Donc, les acteurs que vous interrogez il y a 2 mois, ils ne sont plus là parce qu'ils ont été mutés sur un autre chantier, parce qu'on a besoin de leur qualification, de leurs compétences sur d'autres terrains. Donc, c'est assez compliqué de suivre toute la dynamique et d'être vraiment très concentré sur ce que vous avez déjà, en tout cas, entamé il y a quelques mois. Et puis, le calendrier de l'IRD, parce que moi, cette thèse a été faite dans le cadre du programme d'allocation de recherche pour les thèses au Sud. Et donc, comme je disais tout à l'heure, c'est un programme où il y a une alternance de 6 mois, où vous avez 6 mois en fait, dans un pays du Sud et 6 mois dans un pays du Nord, entre guillemets. Et donc, c'est assez compliqué. C'est-à-dire que
parfois, je voulais rester un peu plus sur mon terrain parce que les événements étaient plus intéressants, mais je devais repartir puisque le calendrier me l'imposait. Et puis, la pluralité linguistique que j'avais évoquée tout à l'heure, c'était assez compliqué. Hein. On travaillait avec plusieurs langues, c'est d'essayer d'harmoniser tout ça, ne serait-ce dans votre prise de notes, dans l'interprétation. On se pose toujours des questions, est-ce qu'on a bien traduit? Il y a des expressions, par exemple, en langue arabe ou en langue kabyle que j'ai du mal à avoir des équivalents, en tout cas un vocabulaire équivalent en langue française. Donc, ça me pose aussi pas mal de questionnements d'un point de vue épistémologique. Et donc, du coup, ça, c'est l'une des difficultés les plus majeures. Puis, un autre événement qui me semblait aussi très, en tout cas d'un point de vue personnel, que j'avais vécu de façon très difficile, c'était le décès des ouvriers, avec 3 décès en espace de 6 mois. Et donc, à un moment donné, je me posais des questions d'un point de vue éthique, cette fois-ci, sur l'intérêt même de ma recherche, c'est-à-dire de voir surtout c'était des jeunes ouvriers, il y avait un ouvrier chinois et 2 jeunes ouvriers subsahariens, et de voir comment on a géré ces décès, je remettais en tout cas en question toute ma démarche et toute ma réflexion sur le sujet. Donc j'avais fait une petite pause d'un mois et demi, il me semble, avant de reprendre l'enquête. Puis pareil, une autre difficulté, c'était mon déplacement en Chine, même si c'était dans le cadre d'un séjour universitaire, mais l'objectif pour moi, c'était d'aller voir, en tout cas de rencontrer des anciens acteurs chinois que j'avais croisés en Algérie. L'objectif, c'était de voir aussi une sorte de boucle qui est bouclée hein, pour ces expatriés qui viennent en Afrique ou en Algérie puis qui repartent en Chine. Qu'est-ce qui change pour eux d'un point de vue social, d'un point de vue matériel aussi. Et donc, je voulais absolument aller voir ces anciennes cadres, quelques ouvriers avec lesquels aussi j'avais des contacts, mais c'était très difficile. Donc, j'ai été souvent fliqué, convoqué aussi 2 fois. Mais bon, après, très, très gentiment, hein, mais ils voulaient comprendre pourquoi en fait je me déplaçais comme ça. Mais bon, moi, c'était pas une enquête, mais c'était juste des visites. Mais heureusement, j'avais des contacts de ces amis chinois là-bas qui me couvraient. Et puis enfin, l'un des éléments qui avait perturbé justement mon travail de recherche, c'était le mouvement du Hirak en Algérie. Le Hirak, c'est ce soulèvement populaire en 2019 contre le 5e mandat de Bouteflika à l'époque. Et donc, ça a stoppé net mon travail, puisque d'une part, j'avais participé de façon active à ce mouvement, et de l'autre part, c'était quasi impossible de passer à côté de cet événement. Donc, ça m'a valu aussi pas mal de problèmes avec les autorités algériennes. Et donc, j'ai fait 2 ans de séjour pour ma thèse, le temps de régler tous ces problèmes, notamment avec les services de renseignement, d'information, etc. Je passe directement aux résultats de la recherche. J'ai noté quelques résultats de la recherche parce qu'on a énormément, mais j'ai essayé de les regrouper en trois axes. Le premier, c'est ce que j'appelle l'économie politique des filiales chinoises de construction. Et donc, l'une des observations les plus importantes, c'est cette adaptation et surtout adaptabilité des entreprises chinoises en Algérie, mais par ailleurs aussi en Afrique, donc qui en tout cas matérialise par cette forme de contractualisation assez particulière. Ces entreprises chinoises, quand elles s'implantent pour s'attaquer à un projet, en tout cas entreprendre un projet, l'objectif n'est pas de s'arrêter à ce projet-là, mais d'essayer en fait de viser d'autres projets aux alentours. C'est pourquoi ils installent des bases de vie, mais je vous montrerai des images sur ça plus tard. Ils installent des bases de vie de façon permanente pour faire en sorte de répondre à d'autres projets à côté, mais il y a tout aussi une stratégie dans la soumission au marché public. Donc, j'explique ça en détail dans ma thèse. Et il y a les dossiers, quand vous lisez les dossiers administratifs de soumission au marché, vous allez vous rendre compte tout de suite qu'il y a une forme d'exagération dans les justifications, dans les attestations qu'on peut présenter. Mais bon, on s'interroge aussi sur la gestion de l'administration algérienne pour
pour cet aspect, mais en tout cas, il y a un effet multiplicateur des entreprises chinoises qui, quand elles signent un contrat, elles vont toujours essayer de chercher, donc de décrocher un autre. Si elles n'y arrivent pas directement, elles peuvent s'associer, et toutes les formes d'association peuvent être légitimes. Donc, ça peut être une forme de consortium, ça peut être des jointes ventures, ça peut être aussi des conglomérats, ça peut être une jointe venture même avec une entreprise locale pour essayer d'avoir plus de souplesse administrative. Le deuxième aspect de cette adaptabilité, c'est la flexibilité financière que les entreprises chinoises ont par rapport à d'autres entreprises concurrentes, qu'elles soient locales ou étrangères. Par exemple, quand les autorités algériennes ne payent pas à temps, c'est ce qu'on a vécu pendant les années 2014-2015, où il y avait une crise financière, donc il y avait énormément d'impayés, beaucoup d'entreprises avaient des difficultés à suivre les grands projets, excepté les entreprises chinoises qui avaient une trésorerie assez forte et un fonds de roulement assez conséquent pour pouvoir continuer sans réclamer forcément les paiements à temps. Et puis enfin, un aspect qui est classique dans le secteur des travaux publics, c'est la révision des prix. Mais là, encore une fois, il y a une particularité, c'est que les entreprises chinoises, quand elles décrochent un marché qui est signé, un titre indicatif à 100 millions de dollars, ça se trouve, le marché à l'issue, il sera à 130 ou 120 millions. Bon, on va me dire c'est une pratique qui est courante, mais sauf que les entreprises chinoises le font de façon assez particulière. Quand elles révisent les prix, elles exploitent les agents locaux. Enfin, on avait déjà parlé sur l'une des contributions qu'on avait. Ça renvoie à cet aspect de l'agencivité. C'est quand un agent, des cadres algériens qui ont été formés en Chine, donc qui connaissent à la fois la culture chinoise et la culture algérienne, et donc ils vont être positionnés comme intermédiaires et comme négociateurs. Et donc, généralement, ça facilite, en tout cas pour les entreprises chinoises, ça facilite les rapports avec l'administration algérienne. Et puis, ces deux éléments, contractualisation et la révision des prix, on peut s'interroger sur la défaillance justement des institutions algériennes, c'est-à-dire sur l'administration algérienne en tout cas, puisque quand on voit la manière avec laquelle les prix sont révisés, la manière avec laquelle les marchés sont accordés, il y a des paramètres en tout cas qui relèvent du clientélisme et ou de la défaillance de l'administration. Deuxième axe de cette politique économique des filiales chinoises, c'est ce qu'on appelle la firme réseau, dans la littérature en tout cas de la sociologie des organisations, voire dans l'économie d'entreprise. Donc il y a une forme de solidarité que j'appelle onté et post-projet. Vous avez des entreprises chinoises entre elles qui sont présentes en Algérie, même si elles sont en concurrence pour décrocher des marchés, mais une fois que les marchés sont décrochés, il y a une forme de solidarité qui est observée. Ça peut être par le prêt de la main-d'œuvre. Quand une entreprise chinoise a un retard sur un chantier, une entreprise compatriote peut lui prêter de la main-d'œuvre. Ça peut être aussi un prêt de matériel, ça peut être même une aide pour la constitution des réclamations, des dossiers administratifs, etc. Donc ça peut être avant de décrocher un projet, comme ça peut être aussi une fois que le projet est décroché, c'est pour mieux l'organiser, pour mieux concrétiser les chantiers. Puis pareil, c'est cette mutualisation des facteurs de production, donc je l'ai un peu anticipé. Donc ça peut être par exemple une entreprise qui a un problème sur un chantier suite à des intempéries. Ça peut être tout simplement ce que j'avais remarqué sur mon terrain, l'entreprise, la China State Construction, qui avait mobilisé une bonne partie de ses engins sur le chantier de la nouvelle ville de Béjaïa pour que la CRCC, une entreprise 4C, puisse les utiliser pendant les intempéries. Puis enfin, il y a un autre paramètre qui est important, c'est le recours à la sous-traitance et l'extension des marchés. Une fois que l'entreprise a acquis en fait un projet, vous avez un recours à des petites entreprises chinoises qui viennent par la suite soutenir les entreprises qui obtiennent les marchés par de la main-d'œuvre. Donc, c'est une façon aussi d'amplifier le facteur de production et de décrocher d'autres marchés. Mais j'explique ça en détail, on pourra en revenir pendant la discussion si vous le souhaitez. Enfin, dernier élément de cette économie politique, c'est l'internalisation. Donc, contrairement à pas mal d'entreprises qui externalisent davantage les éléments, même si la sous-traitance, ça peut être une forme d'externalisation, mais vous avez des capitaux, en tout cas,
fixes qui sont quasiment chinois, c'est-à-dire que les entreprises chinoises n'achètent quasiment rien en Algérie. Enfin, toute la marchandise, tous les engins sont importés de Chine. Il y a une forme aussi d'internalisation d'une main-d'œuvre précaire et multiethnique, mais je vais détailler ça par la suite. Vous allez voir que la plupart des ouvriers sont soit des ruraux, soit aussi des ouvriers migrants. Et donc, même s'ils viennent pour une mission de courte durée, l'entreprise chinoise va essayer de les garder le maximum possible. Et puis enfin, il y a aussi une forme d'internalisation d'hébergement et des matières premières qui sont exploitées sur les chantiers, contrairement aux entreprises étrangères qui souvent logent les salariés dans des hôtels, voire dans des résidences privées. Les ouvriers chinois ou asiatiques, voire même subsahariens qui travaillent avec les entreprises chinoises en Algérie, sont logés dans des bases de vie, de cantonnement qui sont juxtaposées au chantier. C'est exactement la même logique aussi qui est appliquée pour les matières premières, là où l'entreprise turque, par exemple Atlas, qui est présente sur le projet, se fait fournir les matières premières de construction, que ce soit les agrégats ou le ciment ou autres, mais pour le cas des entreprises chinoises, excepté les matières comme la ferraille ou le bois, tous les agrégats de chantier sont exploités par les entreprises chinoises qui sont déjà présentes en Algérie. Et donc, tous ces paramètres, il y en a d'autres, hein, mais ces trois paramètres, à mon avis, qui sont interconnectés, permettent justement une forme d'intégration verticale et horizontale des entreprises chinoises. Deuxième axe, je vais aller un peu plus vite, donc il y a ce que j'appelle construction ethnico-hiérarchique et distinction socio-spatiale. Donc, on remarque dans la distribution justement hiérarchique que vous avez des cadres supérieurs qui sont exclusivement chinois, donc il y a les directeurs, les chefs de projet qui sont plus expérimentés, ce qu'ils appellent, donc j'emprunte leur langage, hein, leur sémantique, donc ce qu'ils appellent eux les cadres moyens, ce sont les ingénieurs et les gestionnaires, et là vous avez aussi une bonne partie qui sont chinois, mais qui sont moins expérimentés, généralement des jeunes fraîchement diplômés, contrairement aux chefs de projet et aux directeurs. Entre les deux, je positionne les interprètes parce que j'ai du mal tout simplement à les considérer comme étant cadre supérieur ou cadre moyen. De par leur position, ils ont une forme de pouvoir au sein de la hiérarchie chinoise et surtout, ils ont une forme de souplesse dans les rapports parce qu'ils occupent une position centrale. Et donc, ils sont ni cadre supérieur, ni cadre moyen, et c'est un statut assez particulier. Donc, l'ensemble de ces cadres sont pour la plupart affiliés au Parti communiste, et on le voit en tout cas sur le terrain, de par les réunions qu'ils font, de par les photos qui sont exposées, etc. Côté algérien, on va tout de suite comprendre que dans les strates hiérarchiques, là, on va descendre plus bas. Donc, les agents de sécurité et les chauffeurs sont exclusivement chinois pour des questions pratiques, algériens pardon, pour des questions pratiques. Pour les conducteurs d'engins, on trouve les deux, à la fois des techniciens chinois et des techniciens algériens. Les Algériens sont plutôt appréciés sur ces postes-là. Enfin, c'est l'un des rares postes où les Chinois mobilisent des Algériens. Puis vous avez ce qu'ils appellent eux les techniciens classiques, ça doit être en maçonnerie, ferraillage, électricité, etc. Et donc là, vous avez des deux, que ce soit chinois ou algériens. Vous avez aussi surtout d'autres techniciens asiatiques, et donc c'est de plus en plus constaté en tout cas en Algérie auprès des entreprises chinoises. Vous avez des Pakistanais et surtout des Vietnamiens de plus en plus mobilisés par les entreprises chinoises. Généralement, ils sont mobilisés après des chantiers qui sont effectués au Moyen-Orient. Et donc, quand ils attaquent d'autres chantiers en Afrique, ils gardent avec eux les meilleurs recrues. Ce qu'ils appellent, eux, les simples ouvriers. Et là, on va trouver une panoplie, en fait, d'ouvriers subsahariens qui viennent de différents pays. Vous avez des Maliens, des Burkinabés, des Camerounais, des Nigériens, des Ivoiriens, etc. Mais aussi des Algériens, mais les Algériens se retrouvent, en tout cas, pour le poste d'ouvrier simple, d'après eux, de moins en moins présents. Et je peux vous donner les stats, si vous souhaitez. Il me semble, de mémoire... sur les 390 ouvriers, vous avez 117 subsahariens et vous avez 123 chinois. Donc la marge pour les Algériens est très faible. Mais ces ouvriers subsahariens sont recrutés uniquement par les entreprises chinoises sur ce projet. Parce que je vous rappelle qu'il y a l'entreprise turque, qui est l'entreprise algérienne Jibeco, qui
elles ne recrutent pas en fait ces ouvriers subsahariens parce qu'ils sont des migrants qui n'ont pas de, entre autres, ils n'ont pas en fait excepté les Maliens qui ont la possibilité de travailler directement en Algérie sans autorisation. Les autres migrants, ils sont clandestins et donc ils sont sans papier. Donc toute justement cette distribution hiérarchique génère des inégalités, en tout cas un sentiment d'inégalité et des conflits interethniques et interhiérarchiques. Donc vous avez des accusations de docilité, par exemple, qui sont évoquées par les Algériens à l'encontre des subsahariens et des Chinois. Vous avez surtout aussi des conflits entre les cadres algériens et les cadres chinois. Mais bon, mais il n'y a pas que ça, c'est-à-dire l'aspect conflictuel qu'on retrouve dans tous les espaces de travail, et surtout au BTP, il est beaucoup plus accentué à cause ou grâce justement à cette distribution. Mais vous avez aussi des formes de convivialité, de solidarité et de soutien. On a assisté à des grèves ou des oppositions où il y avait des ouvriers à la fois chinois, algériens et subsahariens qui résistaient face à la direction chinoise. Donc, ça, peut-être, c'est l'une des meilleures photos qui illustre ça. C'est un ingénieur chinois avec un technicien algérien c'est un ferrailleur et un autre ferrailleur qui est malien. Donc là, c'est la fin de 6 jours de l'ingénieur chinois qui devait partir la semaine suivante. Donc ils m'avaient demandé de leur prendre cette photo. Et puis, quand je parlais de l'ultra-présence des ouvriers subsahariens sur les chantiers, sur cette photo, par exemple, vous avez un contremaître chinois et derrière lui, vous n'avez que des ouvriers subsahariens. On l'observe aussi. Le contremaître chinois à gauche et à droite que des ouvriers subsahariens. Sauf que ces ouvriers subsahariens, on ne les voit pas quand il y a un contrôle de l'administration algérienne. Là, sur la cour de l'entreprise de la CRCC, quand il y a un inventaire qui est fait par les autorités algériennes, on ne voit aucun subsaharien. C'est-à-dire ils sont soit cachés dans des immeubles, soit évincés des chantiers. On voit un groupe d'Algériens à droite et quasiment des ouvriers chinois ou vietnamiens. Ça bug un petit peu. Ouais. Donc là, je passe directement au dernier axe sur les conditions et les cantonnements des entreprises chinoises. Donc là, ce que vous voyez ici, là, je vais défiler que des photos. Ce que vous voyez ici, c'est l'espace résidentiel des ouvriers chinois de l'entreprise 4C. Et donc, c'est en fait, des logements en éternité provisoires et qui sont clôturés et surtout juxtaposés au chantier pour aussi limiter tous les coûts en fait, de logistique et de transport, quoi. Là, pareil, c'est une entrée de la base de vie que je viens de vous montrer sur un autre angle. Et ici, ce sont les dortoirs des travailleurs subsahariens. Donc, vous allez remarquer qu'ils sont mis vraiment à l'écart de ces cantonnements. On les a assez éloignés des cantonnements des ouvriers chinois et asiatiques. Bon, les cadres chinois évoquent une question d'organisation, etc. Mais clairement, c'était une séparation ethnico-hiérarchique quelque part. Pareil, donc ce que vous voyez là en blanc, en bas, ce sont les dortoirs des ouvriers subsahariens. Et au-dessus, il y a une forme de domination aussi spatiale. Au-dessus, vous avez les dortoirs des ouvriers chinois. Et donc là, justement, ce sont les dortoirs des chefs d'équipe et des ouvriers chinois, ce que vous voyez en bas, qui ont un privilège, c'est-à-dire d'avoir des potagers à exploiter, etc. Donc, c'est-à-dire cette forme d'hiérarchisation sur les chantiers, on la retrouve aussi sur les espaces de vie. Hein. C'est-à-dire plus on augmente en rang hiérarchique, plus on gagne en confort dans l'espace de vie. Ici, c'est quand il y a CRCC, donc c'est lié chinois, donc les ouvriers subsahariens algériens n'ont pas le droit d'y accéder. Et là, je passe, donc vous avez remarqué en termes d'évolution dans le confort, on passe à l'espace de vie des cadres chinois, et donc eux, ils ont cette particularité d'avoir leur chambre à l'étage et d'avoir les bureaux en fait en dessous. Et donc c'est
il y a une forme de séparation aussi dans l'espace de travail et l'espace de vie, quoique ça reste dans le même immeuble, contrairement aux ouvriers qui, eux, sont logés dans des chambres où ils sont à 4 à 5. Hein. Là, c'est des chambres individuelles. Et donc, ils ont plus d'espace aussi de loisirs, donc, comme un terrain de basket, ils ont des salles de jeu, des salles de billard, etc. Là, pareil, ils ont un espace de restauration qui est séparé, qui n'a rien à voir avec les ouvriers. Et pareil, les ouvriers n'ont pas le droit d'accéder à l'espace de restauration des cadres. Et je termine justement la présentation sur ça, sur les limites et les perspectives. Donc, cette recherche, si je suis assez objectif, c'est une recherche qui est peu théorisée parce que je l'ai écrite en silo, en fait, hein, en réfléchissant chapitre par chapitre. Et donc, qui manque parfois d'affirmation, parce que j'ai pas assez d'éléments comparatifs sur les entreprises chinoises en Algérie, donc j'ai par moment assez de mal à affirmer certaines observations. Et puis, l'une des limites aussi, c'est j'avais fait peu d'entretiens avec les hauts responsables des institutions algériennes et des entreprises chinoises. C'est très difficile d'accéder à ce forme de rendez-vous. Et puis, peut-être cette recherche c'est de façon factuelle et en retard par rapport aux dernières contributions, notamment depuis le Covid, il y avait pas mal de transformations donc qui ne sont pas incluses, en tout cas pas prises en compte dans cette recherche. Puis en termes de perspective, on peut se demander aussi sur, enfin, on peut s'interroger en tout cas sur l'application de la Chine en Afrique et particulièrement en Algérie dans un contexte de ralentissement économique, comme on avait vu avec les FOCAC de l'année dernière où il y avait des réductions dans les investissements et les enveloppes d'aide, etc. Et puis, côté économie algérienne, on peut s'interroger sur la décadence, en tout cas, de la rente des hydrocarbures et de l'avenir des commandes publiques, parce que la plupart des marchés publics sont, comme je l'avais montré dans le contexte, sont financés par la rente pétrolière. Donc, on peut s'interroger sur l'avenir de ces chantiers, de ces projets, en tout cas en Algérie. Puis enfin, ce qu'on constate sur le terrain, en tout cas, c'est une forme de basculement progressif des investissements chinois en Algérie vers les mines. Et donc, on se demande est-ce que l'Algérie ne cherche pas aussi une forme de rente alternative? Parce que si on regarde par exemple des projets comme Raj Bilat au sud de l'Algérie ou voire la mine d'Anizo dans le nord de l'Algérie, qui sont des mines assez riches mais assez dangereuses, en tout cas difficiles à exploiter, mais que le pouvoir algérien a activé récemment en accordant ces projets aux entreprises chinoises. Puis je m'arrête là, je m'excuse, je devais faire 35 minutes, finalement j'en ai fait 45. Si vous inquiétez pas, c'était très riche et on vous a suivi avec plaisir. Et il y a une chose qui est toujours assez étonnante quand on suit les gens depuis longtemps, puisque on rappelle réciproquement et alternativement qu'on se connaît depuis très longtemps, c'est pour moi la maturité dont vous faites preuve aujourd'hui par rapport à la personne que j'ai rencontrée la première fois. Si vous voulez, c'est vraiment quelque chose de très satisfaisant de voir, même si je n'ai pas été votre directeur de thèse, hein, c'est très satisfaisant de voir comment vous avez progressé tout au long de ces années. Et j'espère que dans le cadre de l'école de d'études ou de l'IRD, hein, une aventure intellectuelle aussi mûrissante, hein, bénéficie à tous les doctorants. Mais disons que rétrospectivement, on se dit, ben, j'ai peut-être fait quelque chose dans ma vie. Hein, en voyant cette personne évoluer, j'ai pas loupé complètement ma carrière. Et je me tourne en disant ça vers Xavier, qui est très jeune par rapport à moi, n'est-ce pas? Hein, vous aurez certainement des insatisfactions comme ça quand vous aurez 20 balais. Mais pour revenir à votre texte, bon, je vais être très, contrairement à mon habitude, j'ai pas de choses qui me font un petit peu hurler. C'est étonnant, mais il y a quand même des remarques que je voudrais faire. Ces remarques, en fait, les deux remarques que je voudrais faire, elles ne concernent pas tellement le contenu de ce que vous avez dit, mais les rappels qu'indirectement il y a derrière ça. Alors, vous avez noté tout à fait justement que, je ne sais plus, c'est en 2013, la Chine était devenue le premier partenaire commercial de la France. Alors, dans le cas de l'Algérie, c'est effectivement très important de le noter, compte tenu des liens économiques et historiques qui existent entre l'Algérie et la France.
Mais là, je me tourne indirectement vers Xavier, qui a participé à une émission où on lui a demandé de commenter la perte d'influence de la France en Afrique. En fait, si on change de territoire ou d'objectif, la question n'est pas forcément pertinente en tant que telle. En ce sens que lorsque vous avez une économie aussi lourde, aussi puissante que l'économie chinoise, comparer ce que fait la France par rapport à la Chine, ça tient pas la route, d'autant plus que les produits ne sont pas forcément les mêmes. D'autant plus que les produits exportés par la Chine sont souvent des produits fabriqués en Chine et non pas conçus en Chine. Donc, les comparaisons peuvent, euh, selon les destinations, euh, prendre un sens totalement différent. Mais dans le cas de l'Algérie, effectivement, compte tenu des liens spécifiques, c'était vraiment important de le noter. Également, vous avez noté le problème de l'internationalisation des entreprises chinoises. Alors, c'est effectivement un événement majeur. C'est un événement majeur à deux dimensions. C'est parce qu'en fait, en lançant ça, on est passé des entreprises en Afrique, par exemple, du BTP qui étaient présentes pour des raisons politiques, à des entreprises qui sont présentes pour des raisons économiques et commerciales. Car les entreprises chinoises que vous avez mentionnées en Algérie, ce ne sont pas les premières à être intervenues en Algérie, ni même en Afrique. Il y en a une qui s'appelle la CSCEC, hein, Ouais, qui qui est est bien resté plus ancienne, hein, et qui était en fait spécialement envoyée. Et la CRCC, euh, en Algérie, ça a été un peu le basculement entre du politique vers l'économie, mais elle avait été envoyée pour le métro de Dubaï, tant que je me souvienne. Oui, je crois que c'est. Mais elle était en mission politique. Et elle a fait des pertes phénoménales qui ont été compensées par le gouvernement chinois. Donc, la stratégie d'internationalisation, c'est un basculement. Et effectivement, à ce moment-là, le rôle des entreprises n'est plus le même. Ce n'est plus de rapporter du poids politique à la Chine, mais c'est de rapporter aussi des devises à la Chine. Donc, ce sont deux éléments qui sont effectivement intéressants. Mais l'élément qui est l'apport de ce que vous venez de faire qui est le plus intéressant, c'est lorsque vous faites l'écopolitique des filiales, comme vous l'avez évoqué. Hein. Et c'est effectivement, bon, il y a un certain nombre d'éléments qui sont tout à fait connus, hein. Mais l'élément que vous avez apporté, c'est le problème de la flexibilité financière qui n'est en fait jamais évoqué ou très exceptionnellement évoqué. Et parce que on évoque comme élément primordial des succès chinois le fait qu'elles puissent lutter au niveau des prix. C'est exact, hein. Mais au-delà de ça, il faut pouvoir effectivement continuer à fonctionner, quelles que soient les circonstances. Et cette flexibilité financière, donc ça veut dire un soutien, c'est pas seulement leur trésorerie, mais c'est qu'elles ont la possibilité d'obtenir un soutien chinois ou administratif pour combler leur trésorerie et faire face. Hein, parce qu'on est toujours un petit peu, l'économique, le commercial ne sont pas déliés du politique et donc ça peut continuer à jouer. Mais ça, cet élément-là est vraiment quelque chose qui, à mon sens, n'est pas assez souvent évoqué et qui mériterait d'être regardé de plus près pour d'autres pays. Ceci dit, ça peut prendre aussi d'autres voies, des prêts, des dons déguisés en prêts qui vont dans la casse personnelle des dirigeants locaux. Ça peut aussi se faire comme ça. Alors, pour cette éco-politique, il y a aussi quand même des éléments qui peuvent être liés à la taille du marché algérien. Hein, vous l'avez très bien dit, le marché algérien, ça représente, je ne sais plus quelle proportion, mais une proportion considérable du marché du BTP chinois en Afrique. Mais cette taille peut expliquer aussi la facilité à réseauter, hein, que l'on n'aurait pas dans un pays plus petit ou dans un pays où les marchés sont plus grands parce que on ne pourrait pas faire ça s'il fallait faire venir d'un autre pays. Et il y a aussi une autre raison, c'est que bien souvent toutes ces entreprises chinoises qui réseautent, elles sont pré-réseautées. Hein, quand vous avez toujours dans le cas de la CRCC, hein, qu'elle a le bureau numéro 1, le bureau numéro 3, le bureau 12 sur place, c'est beaucoup plus facile de réseauter dans le cas d'une entreprise d'une entreprise elle-même que
entre entreprises, ce qui n'exclut pas effectivement qu'entre entreprises, il puisse y avoir un réseautage ou des solidarités. Mais là, de ce point de vue-là, peut-être que le cas algérien pourrait être relativement différent de ce que l'on rencontre éventuellement ailleurs. Alors, en revanche, il y a une question que vous n'évoquez pas du tout, c'est la question de l'industrialisation. Alors, il est évident que le BTP en tant que tel ne participe pas à l'industrialisation, sauf si on lui faisait construire des usines, hein, des bâtiments d'usines. Mais enfin, c'est dans la stratégie algérienne que se pose le problème. Parce que vous avez dit que aujourd'hui, l'Algérie aurait tendance à basculer d'une recherche de rente par les hydrocarbures vers une recherche de rente vers les exploitations minières. Bon, déjà là, ici, il semblerait qu'en ce qui concerne la Chine, il y ait une évolution, qu'on soit passé du pétrole au gaz. Ce qui remet quand même la question de la rente par les hydrocarbures de nouveau un parti à l'ordre de toujours. Mais c'est pas ça. Ce que je voulais dire quand je parlais d'industrialisation, dans quelle mesure la Chine est-elle utilisée, hein, pour participer effectivement à l'industrialisation euh, réelle de l'Algérie, parce que là, les rentes, c'est une économie d'extraction. Hein, on encourage les prédations par des entreprises étrangères, mais on n'encourage pas les entreprises étrangères à partir. Ça a quand même été une grande partie, je dirais, du drame algérien. Lorsque les Chinois avaient envisagé de créer la zone économique de Tianling, hein, qui n'a jamais fonctionné parce que le gouvernement algérien a raison, refusait que les sous-traitants soient chinois plutôt qu'algériens. Ça a été aussi les insuccès rencontrés dans le domaine automobile, d'une manière globale en ce qui concerne la Chine. Hein, elle vend, mais elle ne produit pas. Ça a été aussi une partie des raisons de l'insuccès finalement de Renault, qui a essayé, là, de ce côté-là, les torts sont partagés, hein, mais il y a toute une série de facteurs où on pourrait souhaiter qu'un pays aussi présent puisse mieux participer à l'industrialisation du pays. Et ça, disons que le, tant que les rapports entre la Chine et l'Algérie se limiteront à des rapports destinés à gagner d'abord la paix sociale, ça risque quand même de limiter considérablement la contribution potentielle. L'augmentation du port d'Oran, c'est très bien. Le port du centre, ça décolle pas, ou du moins, ça pourra. Donc, tout ça, ça ne met pas ni l'Algérie ni la Chine dans des stratégies encourageant le développement et l'industrialisation de l'Algérie. Ah, ouais, voilà les remarques que m'ont suggéré votre exposé. Vous avez peut-être des réponses à apporter. En tout cas, je ne sais pas s'il y aura d'autres intervenants, je dois directement répondre. Non, écoutez, vous répondez à chacun parce que sans ça, ça se. Oui, oui. En tout cas, merci beaucoup Thierry pour les remarques et surtout pour cette question sur les investissements industriels. Pour les autres remarques, hein, je les ai notées comme des éléments complémentaires et des détails analytiques à rajouter. Mais concernant la question d'industrialisation, en fait, j'évoquais dans ma thèse, justement, là, comme je fais un topo sur le BTP, donc je ne détaillais pas, en fait, la question de l'industrie, mais dans ma thèse, mon chapitre 1, je consacrais toute une section sur ce volet en expliquant pourquoi justement il n'y a pas assez d'investissements chinois en Algérie et pourquoi il y a justement cette concentration sur le travail public. Donc il y a plusieurs paramètres. Hein. Le premier élément qui est d'ordre, j'allais dire, constitutionnel et d'ordre purement juridique côté algérien. Quand vous avez un code des marchés publics qui vous impose à chaque fois d'avoir la loi de 51-49 systématiquement, ce qui bien évidemment un élément très rédhibitoire pour les investisseurs. Donc un industriel qui vient avec ses propres capitaux, vous le limitez à 49 et ce qui sous-entend en fait le pouvoir décisionnaire final revient à l'Algérie. Évidemment, la Chine a essayé à maintes reprises, notamment
le sujet que vous évoquez avec le port de Chalchal, Al-Hamdaniya au centre, qui n'a pas décollé, l'une des difficultés, c'était ça. C'était comment en fait, il y a plein de paramètres, hein, parce que sur l'assiette financière aussi, il y avait des problématiques et tout, mais d'un point de vue gestion du projet par un investissement étranger, le pouvoir algérien était très, très réticent et il créait à chaque fois des conditions, des avenants sur les contrats, etc. Puis les expériences qui ont été passées par la suite aussi, passées par les entreprises chinoises en Algérie dans l'industrie, on a très très peu qui ont réussi. L'élément peut-être que j'aurais dû évoquer dans cette présentation, où ça a bien réussi, c'est les investissements chinois en Algérie dans les cimenteries. La Chine a bien relancé les cimenteries algériennes en apportant justement des capitaux, en ouvrant des usines, que ce soit avec des acteurs locaux et que ce soit même par des entreprises chinoises elles-mêmes. Mais donc, on remarque que c'est un investissement qui est toujours lié en fait au secteur du BTP, là où ça a réussi le mieux. Excepté les hydrocarbures, où là vous connaissez très bien le secteur, où vous avez en fait la Sinopec qui est bien assez active dans le secteur des hydrocarbures. Mais l'Algérie, en tout cas, il y a un contraste assez particulier. Le pouvoir algérien, en tout cas les autorités algériennes, demandaient toujours aux entreprises chinoises d'investir davantage, sauf que les entreprises chinoises rétorquaient en disant on rencontre à chaque fois des difficultés pour concrétiser nos investissements. Et ce sujet-là, justement, est peut-être l'un des éléments qui avait freiné l'adhésion de l'Algérie au BRICS+, parce qu'on a favorisé certes l'Égypte, mais quand on lit, on lit en fait les rapports des experts et même quand j'avais demandé à l'attaché culturel de l'ambassade de Chine en Algérie, il évoquait ça clairement, si on devait faire un arbitrage entre l'Égypte et l'Algérie, en termes d'investissement, on a beaucoup plus de facilité d'investir en Égypte qu'en Algérie. Et donc l'industrialisation est très difficile à mettre en place avec ces éléments-là que je viens d'évoquer. Mais il y en a d'autres, bien évidemment, mais je ne vais pas monopoliser la parole sur ça. Xavier, Oui, oui. Déjà, merci, Hicham. Je rejoins totalement Thierry. C'est vrai que là, tu fais preuve de synthèse en trois quarts d'heure à peu près. C'était vraiment très intéressant et même pour moi qui connais bien tes travaux, pour t'avoir lu, y compris donc, pour faire de l'autopromotion collective dans l'ouvrage L'Afrique et ses présences chinoises. Bon, donc merci beaucoup, évidemment. Là, en t'écoutant, j'ai regardé un petit peu les stats chinoises et ça confirme ce que je savais globalement. On a quand même une chute de l'ensemble des présences chinoises économiques et commerciales en Algérie, notamment en termes d'IDE et d'acteurs, tout simplement, de migrants, d'employés détachés, d'expatriés, etc. Donc, est-ce que tu peux évoquer ça en quelques points, quelques secondes? Tout d'abord. Après, j'avais une autre question, parce qu'évidemment, tu parles beaucoup plus des groupes à capitaux publics chinois en Algérie. Est-ce qu'on a une forme d'endogénéisation, en tout cas de privatisation un petit peu des acteurs du BTP ou d'autres chinois en Algérie? Par exemple, des ouvriers, des ingénieurs, des expatriés chinois qui seraient restés, qui auraient ouvert une société de droit algérien voilà, pour développer un commerce, un business, etc. Donc, est-ce qu'on assiste également à ça en Algérie ou c'est encore faible, peu visible, etc. Bon, là, c'est une forme de privatisation finalement des relations commerciales ou économiques sino-algériennes ou algéro-chinoises, quoi, comme tu veux. Après, une autre question qui n'a rien à voir, mais est-ce que tu as dans l'idée à un moment donné de comparer ce terrain algérien avec d'autres? Je pensais par exemple à la Tunisie qui est très différente, qui est évidemment à proximité, mais qui est très différente et qui, je crois, a un commerce encore majoritairement avec la France. En tout cas, c'est le premier partenaire commercial. C'est l'un des seuls pays en Afrique où c'est encore le cas. Donc, est-ce que tu as des ambitions dans ce cadre-là, de comparer un petit peu tes terrains algériens avec d'autres? Et puis, bah, pour finir, sur le sujet des mines, qui me paraît très intéressant et pertinent aussi, parce que là, on a quand même un écosystème très différent a priori dans les mines, dans les minerais, etc. Et donc, est-ce que tu as mené quelques recherches, même liminaires, hein, mais quelques recherches, justement sur les acteurs chinois qui sont intégrés, enfin, qui sont intéressés par les minerais, leur stratégie, les types d'investissement, les types de présence, leurs finalités, etc.
Et donc après, ça rejoint des éléments que Thierry évoquait, notamment en termes d'infrastructure, d'industrialisation, de ports aussi minéraliers éventuellement, etc. Donc en fait, on a vraiment une forme d'écosystème infrastructurel et économique, politique et commercial qui pourrait être généré avec beaucoup de conditionnels par l'extraction minière, quoi, comme on peut le voir en Guinée ou ailleurs. Bien. Donc, merci beaucoup, Xavier. Juste peut-être pour la première question que je n'ai pas pu noter, tu avais évoqué les travailleurs détachés et tu voulais des chiffres sur les ouvriers mobilisés en sous-traitance ou c'était Non, quoi exactement? bon, les chiffres, non, parce qu'on les a, en tout cas, on a les chiffres chinois, on a les stats chinoises. Mais on a quand même une division par 10 dans certains domaines du nombre d'expatriés chinois, pour faire très court, de migrants chinois en Algérie. Et en à peine 10 ans, en fait, entre 2015 et 2025, là. Bon, on n'a pas les chiffres de 2024. Bref. Mais en tout cas, c'est pour dire qu'on a quand même une régression dans ce cadre-là qui est majeure et qui est certainement liée au nombre de contrats, au nombre de projets, à la qualité des contrats des projets chinois en Algérie, etc. Ou plutôt algériens confiés à des Chinois, pour être plus précis, etc., etc. Et les prestations de services, etc. Est-ce que tu veux développer ou enfin, Non, en fait, moi, justement, j'ai pas actualisé ce point, mais ce que je remarquais, en tout cas, à la fin quand je rédigeais ma thèse, c'est-à-dire qu'il y avait un temps de terrain et un temps de rédaction, hein, donc j'avais pris mes années de césure, de commencer à lire, mais je regardais les stats. Ce que je remarquais, en tout cas, c'était plus de contrats en valeur qu'en volume. Parce qu'avant, la Chine avait les deux, c'est-à-dire elle avait à la fois en volume et en valeur, c'était en premier, mais on avait une régression en termes de contrats en volume, mais beaucoup de contrats en valeur qui étaient, en fait, la Chine se positionnait toujours en tête de liste, qui peut-être, à titre indicatif, en forme d'hypothèse, hein, expliquait cette baisse de recours à la main-d'œuvre chinoise en Algérie. Mais surtout, ce que j'expliquais aussi dans l'exposé, c'est que quand vous regardez la répartition en tout cas la composition de la main-d'œuvre des entreprises chinoises, il n'y a pas que des Chinois. Il y a énormément d'ouvriers vietnamiens, pakistanais, bangladeshis et désormais subsahariens aussi. Et donc, peut-être c'est beaucoup plus intéressant pour les entreprises chinoises de mobiliser cette main-d'œuvre-là que de faire recours directement à une main-d'œuvre chinoise directement de Chine, quoi. Et donc, quand j'interrogeais justement ces ouvriers sur leur trajectoire, et la plupart des Pakistanais qui sont présents en Algérie, qui travaillent auprès des entreprises chinoises, parlent assez bien la langue arabe parce qu'ils ont déjà travaillé au Moyen-Orient. Et donc, les entreprises chinoises pensaient qu'ils allaient s'intégrer plus facilement au Maghreb de par leur expérience au Moyen-Orient, même si le dialecte n'est pas le même, la culture n'est pas la même, mais on avait mis ça en avant, en tout cas c'est ce qu'on leur avait vendu, entre guillemets, quoi. Et donc ça serait bien justement de regarder s'il y avait des travaux, mais ce que je disais en fin de présentation, c'est que le manque de travaux sur ces entreprises en Algérie m'empêche d'être très affirmatif sur ces observations. Peut-être que ce que j'observe, c'est uniquement lié à mon terrain. Je ne sais pas ce qui se passe dans d'autres terrains, même si j'en ai fait. Hein, cette enquête, c'est ma 7e enquête sur les entreprises chinoises en Algérie. Mais c'est en constante évolution. Donc, ce que je constatais il y a 10 ans, ça n'a rien à voir avec ce que j'avais évoqué, en tout cas sur cette dynamique-là de mobilisation de la main-d'œuvre. Hein. Ça n'a rien à voir avec ce que j'évoquais maintenant dans mon travail de thèse. Et puis, ce concept peut-être aussi du travailleur détaché, peut-être c'est un concept qu'on a beaucoup plus en Europe, dans l'espace de l'Union européenne, mais qui n'existe pas en soi d'un point de vue juridique en Afrique du Nord. Et je rebondis justement sur cette comparaison avec les pays nord-africains, en tout cas du Maghreb. C'est dans mon chapitre 1 de la thèse de contextualisation, j'exposais ça, c'est-à-dire d'un point de vue commercial, d'un point de vue investissement, du point de vue aussi une prestation de service. L'Algérie est très, très singulière, en tout cas dans ses rapports à la Chine de ce point de vue. Quand on regarde en Tunisie, il y a quasiment très peu d'entreprises chinoises de BTP en Tunisie. Par contre, la marchandise chinoise commence à arriver, même si bien évidemment la France reste toujours devant, mais la marchandise chinoise commence quand même à arriver assez massivement en Tunisie, mais très peu de prestations de services de construction. Je dirais même que c'est le Japon qui est privilégié par rapport à la Chine ou en Tunisie. La plupart des grands monuments qui sont construits en Tunisie sont construits par des Japonais et pas par des Chinois. Et donc, il y a une forme de stratégie aussi tunisienne de sélection par secteur d'activité
à qui attribuer telle part du marché. Et le cas marocain, pareil, c'est très différent. Il y a une présence qui est très diversifiée, qu'elle soit dans le secteur ferroviaire, dans le secteur minier, télécom et BTP un peu moins, beaucoup moins que l'Algérie d'ailleurs. Mais c'est une autre stratégie en fait, hein. C'est pas les mêmes approches et pas les mêmes économies en termes aussi de ressources. Puis l'Algérie a toujours cette possibilité de s'appuyer sur sa rente, même si elle est décadente, mais elle reste toujours l'un des leviers en fait pour les commandes publiques. Et puis enfin sur les objets, sur les mines, oui, je m'étais intéressé, j'ai évoqué aussi dans ma thèse, c'est ce que j'évoquais sommairement à la fin aussi de la présentation. Le projet, les mines de Raj Bilat à côté de Tindouf, hein, donc une région qui est au sud-ouest de l'Algérie, hein, frontière avec le Maroc. Donc c'est une mine de fer et de phosphate qui est assez riche, donc qui est déjà répertoriée par l'armée coloniale hein, dans les années 50, je pense 58, je pense qu'il y a toute une cartographie de l'économie coloniale sur les mines algériennes. Enfin, contrairement aux idées reçues, l'Algérie est plutôt riche en mines qu'en hydrocarbures. Hein. Quand on regarde statistiquement les richesses, les réserves en mines, c'est beaucoup plus intéressant en tout cas pour un pays qui veut s'industrialiser, c'est beaucoup plus intéressant de s'orienter vers le secteur minier que le secteur des hydrocarbures. Hein. Parce que les hydrocarbures, ça reste très très limité. C'est un pays plutôt gazier que pétrolier, l'Algérie en fait. Hein. Il y a certains détails aussi en termes d'hydrocarbures. Mais sur les mines, c'est assez riche. C'est-à-dire que ce soit côté nord, sud, est ou ouest, vous avez toutes les catégories en fait de gisements miniers. Et la Chine a décroché ce projet de Raj Bilat, qui est l'un des plus grands en Algérie. J'ai oublié les noms du consortium, mais en tout cas, c'est un consortium chinois. Et toute la problématique avant, c'était comment extraire le phosphate tout en faisant attention à la teneur en phosphore, il me semble. C'est-à-dire que l'extraction du fer qui est dans la mine de Raj Bilat a une particularité, c'est qu'elle a une teneur en phosphore qui est assez élevée. Et donc, c'est les Chinois qui ont développé, mis une sorte de laboratoire pour faire des tests et faire des extractions en tout cas relativement assez réussies d'après les publications, mais on ne sait pas techniquement sur le terrain comment ça se passe. Mais voilà, pour te dire qu'il y a quand même un intérêt aussi de la Chine assez manifeste pour les mines en Algérie, un peu comme ce qui se passe en Mauritanie en fait. Hein, la plupart du cuivre en Mauritanie est exploité par des entreprises chinoises. Donc, je ne vois pas d'opposition, voire même de difficulté aux entreprises chinoises à faire pareil en Algérie, si le pouvoir algérien s'oriente davantage vers les mines, ce qui est déjà le cas, parce que la mine de Béjaïa aussi a un Misol, qui est une mine de plomb et de zinc. Et là, pareil, pendant longtemps, c'était une mine qui était mise en pause parce qu'il y a des difficultés à aller extraire les minerais sans toucher à la nappe phréatique, parce que c'est une région agricole et donc il y a des nappes phréatiques assez importantes dans la région. Et puis là, les Chinois se sont lancés en substituant aux Australiens et aux Canadiens sur ce projet-là. Et donc, c'est l'une des particularités que je retrouve aussi dans le secteur des travaux publics. Les entreprises chinoises se positionnent sur des projets qui sont réputés difficiles, c'est-à-dire difficiles à entreprendre. Et là où la plupart abandonnent, c'est les entreprises chinoises qui se positionnent dessus. C'est exactement le cas aussi dans le secteur des hydrocarbures. Vous le savez très bien, dans les réserves pétrolières, il y a ce qu'on appelle les P1, P2, P3. Les P1 étant des réserves exploitables immédiatement, et prouvées en tout cas exploitables immédiatement. La Chine se positionne désormais sur les réserves P2, où c'est beaucoup plus difficile d'accéder à ces nappes-là. Vous avez pas mal d'investissements, notamment la Shaolin Hydraulique qui fait des explorations sur des réserves P2. Et donc, cette réputation d'aller sur des secteurs ou des chantiers qui sont difficiles d'accès ou d'investissement, la Chine se positionne plutôt bien, notamment dans le secteur minier en Algérie. Voilà, donc je ne sais pas si j'ai fait le tour des... Oui, une question importante qui était intéressante sur les acteurs privés. Il y en a pas beaucoup, mais il y en a en fait des Chinois qui ouvrent des commerces. Il y en a un que je connaissais, en fait, j'ai perdu son contact, mais que je connaissais. C'était un cadre dans le BTP et qui a ouvert par la suite une exploitation, un investissement. Il a une exploitation agricole à Skikda qui est, on a implanté les fruits de dragon en fait en Algérie. C'est l'un des premiers à le faire.
Et donc, il était un cadre dans le BTP avant de se lancer là-dedans. Mais vous en avez aussi des cas comme ça, mais c'est beaucoup plus des commerçants, en fait, hein, pas des acteurs qui ont travaillé dans le BTP, des commerçants qui s'installent en Algérie, qui peuvent épouser une Algérienne et puis ouvrir une entreprise de droit algérien. Ça, c'est des cas aussi qui sont répertoriés, mais pas nombreux, hein. Il me semble que j'avais noté, d'après les stats algériennes, 350 cas, ce qui est très, très minime par rapport en fait, à la population qui est mobilisée par les entreprises chinoises. Voilà. Merci, Je voudrais Hicham. revenir encore sur le problème des travailleurs que vous évoquiez tout à l'heure, parce que effectivement, toutes les hypothèses que vous avez émises sont vérifiées, hein. Mais il y a un aspect aussi, et en ce sens, les Chinois reviennent et les Algériens se ressemblent, c'est qu'ils refusent en général maintenant de travailler sur ces chantiers, hein. Les Algériens ne veulent pas travailler, donc il faut aller chercher une autre main-d'œuvre extérieure. Et les travailleurs chinois ne veulent plus aller sur des chantiers chinois parce qu'ils sont expatriés pendant 2 ou 3 ans. Ils reçoivent peut-être une somme conséquente à la fin de ce chantier, mais ils ont dû avaler pas mal de couleuvres et vivre une vie assez désagréable, ce qui fait que le recrutement ne se fait plus parce que, de toute façon, les recrutements ne peuvent se faire que dans des régions le plus souvent rurales, hein, ou bien des migrants, mais ces communautés-là euh, peuvent rapporter les expériences antérieures. Les gens peuvent être désintéressés par ça. Et je crois qu'en Algérie, le premier chantier, gros chantier, où il y a eu de la main-d'œuvre euh, non chinoise ressemblant à des Chinois, c'était l'opéra d'Alger, hein, où la main-d'œuvre était, semble-t-il, la vietnamienne ou nord-coréenne. Bon. Donc, en fait, c'est le refus des deux pays, enfin, des populations des deux pays à participer à ces chantiers qui fait qu'on a cherché ailleurs. Ouais, c'est Et vrai que ça, donc, c'est un point que j'avais évoqué aussi dans ma thèse. Je ne l'avais pas évoqué dans la présentation, mais elle m'avait consacré toute une section sur le désistement des ouvriers algériens sur les chantiers chinois. Et c'est vrai que c'est ce que vous dites est oui, non, mais un ça, point non, important. vous nous aviez autrefois raconté le cas de ces, de ces, de ces gens qu'on allait chercher dans la montagne en leur faisant pâter un avenir merveilleux sur les chantiers chinois. Et comme ils crevaient comme ils avaient faim et qu'il fallait nourrir la famille, ils acceptaient et ils étaient payés je me souviens de ça, de façon Oui. assez basse. Bon, donc tout ça, ça a certainement joué, indépendamment du fait éventuellement que vous pouvez avoir aussi une modernisation des appareils utilisés. Je voudrais aussi revenir sur la question du 51-49. Alors, il est exact que dans certains cas, ça peut freiner définitivement un projet, et comme la zone de Tiangling, il est vraisemblable que ça a participé considérablement à l'échec. Mais dans le cas du port du centre, la situation est totalement différente. Dans le cas C'est du un centre, investissement direct. Ouais. ils vont construire. Bon, vous avez une structure qui est 51-49, qui va faire du contrôle, dans lequel il n'a pas été investi des sommes phénoménales, comme je me souvienne. Et après ça, elle vérifiera seulement que les sommes déboursées par les entreprises de travaux publics leur sont bien payées selon un échéancier donné. Donc là, c'est pas ça qui gêne. Ce qui a certainement beaucoup plus gêné les Chinois, c'est la rentabilité potentielle de ce projet. Déjà, ils ont dû se faire tirer l'oreille pendant longtemps, hein, pas tirer l'oreille, mais enfin, pour accepter un financement bancaire du projet. Bon. Mais surtout, ils n'ont pas eu si peu confiance dans l'avenir du projet, c'est qu'ils n'ont pas, ce n'est pas Costco qui a tenu le droit de gérer le port, ce n'est pas Hutchinson, ce n'est pas China Merchant, c'est une petite entreprise chinoise de gestion de port, hein, qui a accepté d'être là pour gérer le port. C'est-à-dire une entreprise qui n'est pas habituée en tant que telle à gérer des grands ports, surtout à l'étranger. Donc, si vous voulez, il y a une défiance. C'est pas le 51-49. 51-49, quand c'est nécessaire,
les gens qui peuvent trouver des astuces pour le réaménager. Et vous pouvez trouver ailleurs d'autres situations, hein, où vous allez avoir une présence euh, nominale très importante des acteurs locaux, du gouvernement local, mais ça n'empêche pas du tout que vous puissiez avoir un rôle effectif très important avec des bénéfices importants pour les acteurs étrangers qui peuvent participer. Donc je crois que la chose est à nuancer, que le rapport soit à modifier et à transformer, c'est bien évident que ça assouplira, ça mettra de l'huile dans les rouages, mais ce n'est pas le critère absolu euh, tel qu'il a pu être énoncé à peu près systématiquement par les uns et par les autres. Ça servait d'excuse bien souvent. Bien. Donc c'est ce que je voulais dire sur ce 51-49. Hein, c'est un problème, mais ce n'est pas non plus l'empêchement définitif. Qui souhaiterait Euh, intervenir? Thierry, à ce propos, Oui. il y a un commentaire de Adèle Derezak. Ah oui, 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 il parlait des. Ah, mais si Adèle veut s'exprimer, il peut s'exprimer, il n'y a pas de problème. Adèle? Adèle? Ah, apparemment, Oui, je suis là. oui, tu évoquais le problème des mines, dont je me souvienne. Oui, c'est pour dire tout simplement qu'il y a quelques jours, il y a même une semaine, qu'un projet de loi a été lancé. Il va être débattu au niveau de l'Assemblée nationale en Algérie et qui change plus ou moins radicalement les possibilités d'exploitation au niveau des ressources minières. Parce que c'est vrai, comme l'a dit Hicham, c'est devenu après les hydrocarbures, c'est la nouvelle priorité du pouvoir algérien, c'est d'essayer d'aller vers un modèle extravertiste, c'est-à-dire où on essaye au lieu de cibler l'industrialisation classique, on va vers l'exploitation des ressources minières. Il y a une nouvelle carte minière qui comment dirais-je, qui identifie des ressources rares importantes, semble-t-il, évidemment, je le dis, je relativise, et qui fait que les pouvoirs publics algériens ont décidé de se recentrer là-dessus. Il y a Raj Bilet, évidemment, comme grand projet. Il y a le projet que je signalais, Hicham en a parlé à Bougie, qui a soulevé des polémiques, des débats, et même il a coûté des ennuis à un prof d'université de Bougie parce qu'il a soulevé le problème de la biodiversité, des ressources hydrauliques, etc., des ressources en eau dans la vallée de la Soumane qui pose problème. Et donc l'idée, c'est que cette loi, elle change les données parce que avant l'État avait le contrôle à travers le 51% de contrôle de contrôle de l'entreprise ou de et aujourd'hui, il a supprimé ça. Il a même, dans le projet de loi, qui n'a pas été encore adopté, estimé que quand il y a une possibilité d'exploitation, il y a pour les entreprises étrangères la possibilité de s'approprier la propriété des mines, c'est-à-dire on passe de l'exploitation à la possession des ressources humaines. C'est nouveau, voilà, c'est nouveau. Ça change les données et ça mérite un débat là-dessus. Dernière idée, il y a eu un zoom dans un site web télé Alterna TV, ça s'appelle, il y a quelques jours. Il y a eu un débat là-dessus et ça peut donner des éléments d'information pour ceux que ça intéresse. Voilà, merci. Merci. Qui souhaite intervenir? Non? Oui, bonjour. Vous m'entendez? Allez-y, Oui, oui. oui. Bonjour, j'avais juste une question concernant la perception des ouvriers chinois plus largement des projets d'infrastructure chinois en Algérie. Est-ce que,
enfin, est-ce que ça contribue très favorablement à l'image de la Chine ou est-ce que ça n'a pas plus d'impact que cela? Et plus particulièrement, est-ce qu'il y a eu pendant votre enquête de terrain, est-ce que vous avez observé des dissensions très fortes entre les contremaîtres d'origine chinoise et les ouvriers subsahariens ou algériens? Ou au contraire, est-ce que ça se passait très bien et il y avait surtout de la convivialité, comme vous disiez, qui prédominait, ou de l'unité sur des sujets de salaire, des sujets de vie commune, de vie quotidienne. Merci. Donc, j'ai noté donc 2, 3 questions rapidement. Vous m'entendez? C'est bon? Très bien, parfait. Donc, justement, je préparais un article sur ce sujet, sur la première question, perception des ouvriers chinois, enfin, un intitulé provisoire, hein, c'est que comment les Chinois, que pensent les Chinois de l'Algérie, en fait, quelque chose comme ça. Mais en gros, vous avez deux catégories. La première, je vais faire simple, hein. La première catégorie, ce sont les ouvriers qui ont été mobilisés durant les années 2000, début des années 2000 jusqu'à 2010. Là, l'histoire est assez cocasse, en sens que la plupart des ouvriers pensaient aller dans un pays africain et donc rencontrer une population entre guillemets noire, donc ils croyaient que l'Afrique était une population, enfin qu'il n'y avait pas d'Afrique du Nord, qu'il y avait une autre ethnie, etc. Donc certains d'entre eux étaient très surpris d'atterrir en Algérie. Et moi, je me rappelle de mes premières enquêtes où les cadres chinois me disaient que finalement l'Algérie c'est mieux que la Chine en fait, et qui venaient de certaines provinces relativement pauvres en Chine, et quand ils arrivaient en Algérie dans les villes côtières, ils trouvaient que c'était beau, qu'il y avait tout ce qu'il fallait, que la nourriture était bonne, enfin ils faisaient que des commentaires positifs sur l'Algérie, mais enfin, je le rappelle encore une fois, la vie des expatriés cadres et les ouvriers n'est pas la même. C'est-à-dire que les ouvriers sont cantonnés dans des bases de vie que je montrais tout à l'heure et qui vivaient à 4-5 dans des chambres et qui ont toujours interdiction de sortie, contrairement aux cadres qui ont la possibilité de sortir avec des cadres algériens, quand ils sont autorisés par la direction, la haute hiérarchie de sortir, contrairement aux ouvriers qui n'ont pas le droit de sortir exceptionnellement pour enfin, le Nouvel An chinois, par exemple, où ils sont accompagnés pour sortir. Et donc, ils sont constamment cloisonnés en fait, dans les bases de vie. Puis, et puis, qu'est-ce qu'ils pensent, eux, de l'Algérie? Malheureusement, quand on vit dans une base de vie et H24, on n'a pas beaucoup d'échanges et d'interactions sociales avec la société, ne serait-ce que sortir à faire quelques achats, etc. Ils le font que quelques jours avant de repartir définitivement en Chine. Donc, les rares contacts qu'il peut avoir, c'est avec les ouvriers algériens, quoi. Et donc, c'est des rapports de travail. Ce qu'il faut, c'est un peu aussi la perception. Et, vous avez une question sur l'image des chantiers, en tout cas, ce que ça renvoyait comme image. Justement, dans la thèse, je développais ça. J'avais une section où je parlais des dons d'infrastructure et de la symbolique d'envergure. Les entreprises chinoises avaient toujours cette particularité d'aller chercher, en tout cas d'aller s'attaquer à des chantiers de très grande envergure, comme ce que j'ai montré en photo, là, la mosquée d'Alger, l'autoroute Est-Ouest, les chemins de fer entre le nord et le sud, etc. Donc, c'est des méga projets. Et donc, ces projets-là, ils sont souvent présentés justement dans les salons de recrutement en Chine. Ils sont aussi présentés par des entreprises qui ont des stands un peu partout en Chine. Et moi, je l'avais vu à Zhejiang quand j'étais à Zhejiang University. On arrivait, on présentait, je voyais tout de suite certains projets en Afrique et je reconnaissais certains projets algériens donc, qui sont exposés en Chine. Bon, après, est-ce que ça a un poids ou pas? Je ne sais pas, mais ça a un poids en tout cas en Algérie. C'est-à-dire que quand vous passez à côté d'un grand projet, les gens vont te dire ça a été construit par des Chinois. Et donc, il y a en fait
un marqueur un marketing qui est assez conséquent. Et donc, les entreprises chinoises le savent. C'est-à-dire, quand il y a un grand projet, elles veulent absolument se positionner dessus, quitte à perdre un peu au début dans la contractualisation et essayer de récupérer avec des avenants. Et en tout cas, ils essayent de marquer les esprits par ces grands projets. Et puis, pour les conflits, oui, je l'avais forcément pas très détaillé dans cette présentation. Il fallait que je fasse un choix sur les éléments à évoquer. Mais dans ma thèse, oui, j'ai tout un chapitre où je parlais de ça en détail, où je donnais des chiffres aussi sur les écarts de salaire entre les cadres algériens et chinois, entre les ouvriers aussi entre eux. Mais bon, à prendre aussi avec des pincettes, parce que c'est un travail statistique qui est construit sur des entretiens, sur aussi du déclaratif, et donc c'est très spécifique à mon terrain. Mais en tout cas, quand je cumule un peu les expériences ou les enquêtes précédentes avec cette dernière, on constate que même au niveau du taux horaire, c'est-à-dire que la rémunération globale est une chose, mais le taux horaire est important. Les Chinois travaillent beaucoup plus que les Algériens, par exemple. Les cadres chinois travaillent 2 à 3 heures de plus que les cadres algériens. Pour les ouvriers, c'est pareil, ça peut être 4-5 heures de plus. Donc, en termes de taux horaire, il n'y a pas un écart aussi conséquent, mais ça reste toujours supérieur à ce que perçoivent les ouvriers algériens. Et donc, ça peut être source de conflit. Mais bon, les ouvriers algériens, vous vous imaginez, si vous vous positionnez un peu à la place d'un ouvrier algérien, il ne peut pas réfléchir avec cette notion de taux horaire. Et donc, il va vous dire que l'ouvrier chinois gagne 8 fois plus que moi. Et donc, on va me demander de faire le même travail que lui. Et donc, forcément, ça génère aussi des conflits sur le rendement et sur l'intensité du travail, etc. Et est-ce que des conflits existent même entre les Chinois eux-mêmes, hein, c'est-à-dire c'est pas que des conflits interethniques, c'est des conflits aussi interhiérarchiques entre Chinois. C'est-à-dire moi j'ai assisté à des conflits où un interprète chinois résistait face à la directive d'un haut responsable chinois qui lui demandait de faire passer un message auprès des ouvriers chinois et qui lui refusait. Et donc, il disait que ça allait créer pas mal de problèmes. Et donc, ces formes de résistance, au début, sont souvent masquées parce qu'on a cette réputation d'avoir des ouvriers chinois très dociles, des cadres chinois peu expérimentés, donc qui ne résistent pas. Et non, ça commence à changer parce qu'il y a une nouvelle génération qui est de plus en plus expérimentée et qui voit les choses différemment. Mais bien évidemment, j'ai envie de dire, comme tous les espaces de travail, il y a des conflits, il y a de la convivialité. Et cette convivialité, évidemment, elle est très ponctuelle. C'est-à-dire sur l'image que j'avais montrée, mais ça peut être aussi sur des formes de résistance. Je me rappelle d'un événement que je détaille assez bien dans ma thèse, quand il y avait le décès d'un ouvrier chinois. Bah, les ouvriers algériens soutenaient en fait, la démarche des ouvriers chinois qui réclamaient plus de moyens de conditions, en tout cas de travail, de moyens d'équipement de protection, etc. Et alors qu'eux, ils n'étaient pas directement concernés, parce que c'est des groupes qui sont séparés, qui ne sont pas logés dans les mêmes espaces, etc. Donc oui, ça existe, mais il faut peut-être un peu plus aussi de temps de travail et d'enquête et d'orienter le regard que sur ça, chose que je n'avais pas faite moi. Donc j'essaie de regarder plusieurs volets. Peut-être qu'en s'attaquant à plusieurs volets, je ne traite pas de certaines questions de façon très profonde. Ceci dit, si vous voulez avoir davantage de détails, lisez les articles que Hicham a pu publier où vous avez toute une série d'anecdotes qui vous montrent quand même que les choses sont souvent assez difficiles et que l'incompréhension est souvent aussi réciproque. J'avais été très frappé par l'histoire des miradors. Les Algériens voyant des miradors aux portes du camp chinois, disant c'est pour garder les Chinois, les empêcher de sortir. Alors qu'en fait, c'était fait pour empêcher les Algériens d'entrer. Bon, donc des trucs comme ça, on voit bien qu'il y a des progrès à faire, hein. Et des petites historiettes. Alors là, c'est entre Chinois. C'est l'histoire de ce cadre qui habitait en dehors du camp, hein, et qui vivait avec, entre guillemets, madame, qui en fait s'était, pardon, maqué avec ce cadre de façon à éviter les dortoirs. C'est aussi une histoire que vous m'aviez racontée, je crois. Donc, il y a toute une certaine. Ça ne veut pas dire que ça va généraliser, mais il y a quand même toute une vie autour de ça et des visions qui sont très limitées de part et d'autre sur la compréhension de ces phénomènes sociaux. Et ça facilite certainement pas l'intégration
Et le mélange que l'on peut avoir aujourd'hui quand vous avez des subsahariens, des Vietnamiens, des Chinois et des Pakistanais, il doit y avoir des légendes qui circulent sur le comportement des uns et des autres qui doivent être assez euh, plaisant, disons. Donc, de ce point de vue, il y a très certainement quelque chose à faire, mais ça exige un travail, sociologie participative, hein, et se faire employer, et ça serait pas mal d'avoir un occidental français sur un chantier chinois en Algérie pour voir comment il est reçu d'abord et comment il entend les autres aussi. Voilà. Et tu vois, il y a une Alors, question dans le chat, je pense, sur. Je ne sais pas si vous pourrez la lire, donc merci beaucoup pour votre présentation. Une question sur votre interprète. Dans votre présentation, avez-vous mentionné que vous avez la chance de participer aux réunions d'entreprises chinoises? Je voulais savoir si c'était grâce à votre interprète. Est-il chinois? Travaille-t-il dans une entreprise publique chinoise? Est-il une personne indépendante mais qui possède une relation sociale riche? Dans votre thèse, vous avez observé comment des Chinois intermédiaires joue quel rôle dans la communication entre les acteurs chinois et les autres algériens ouvriers, le nom de pays. Entre haut et bas, c'est-à-dire ouvriers et cadres plus supérieurs. Je ne sais pas si je peux répondre directement ou. Si, vas-y. Ouais. Ouais, donc du coup, ouais, c'est vrai que j'avais pas bien détaillé ce point. L'interprète est un Algérien sinisant, donc c'est pas un Chinois. Dans le passé, j'avais travaillé avec des interprètes chinois, mais dans ce travail de thèse, j'avais travaillé avec un Algérien qui avait fait des études en Chine, enfin 26 jours de 5 ou 6 ans, et donc il parle bien mandarin. Et en fait, ce point n'a rien à voir n'a pas de lien en tout cas avec ma présence dans les réunions. Donc, ma présence dans les réunions, c'était pas grâce à l'interprète, parce que l'interprète, comme je devais le rémunérer, donc je ne pouvais pas l'avoir tout le temps avec moi. Il fallait que je choisisse les jours pour mener des entretiens, c'est-à-dire tout un travail de planification. Il fallait que j'organise les rendez-vous pour les entretiens, et puis il se présente pour ça. Donc, il a été gentil, il a fait plus qu'il fallait, mais ça n'a pas de lien avec ma présence dans les réunions. Les réunions auxquelles j'avais assisté, je pense, à 4 ou 5 réunions, mais c'était beaucoup plus pour faire l'intermédiation, faire la traduction auprès des cadres chinois qui parlaient uniquement anglais, donc qui ne parlaient pas assez bien français. Et donc, quand on fasse côté algérien, il y a des cadres qui ne parlent pas anglais non plus, donc il faut une intermédiation. Et donc, j'ai eu cette chance-là, mais ça n'a pas de lien avec l'interprète. Mais est-ce que cet interprète-là, je reprends la question parce que sinon, je risque d'aller assez longue. Donc, je répondais sur ça. Mais lui, il travaillait, c'est un Algérien qui travaille auprès d'une autre entreprise chinoise, mais qui n'est pas dans le secteur du BTP. Hein. C'est un Algérien qui travaille auprès de Huawei en Algérie, donc dans le secteur des télécoms, donc pas de lien avec, donc pas de relation sociale dans le secteur du BTP, sauf qu'il connaît assez bien la culture chinoise, évidemment. Mais surtout, les interprètes que j'évoquais dans la présentation, ce sont des interprètes essentiellement chinois, hein, qui soit parlent français, soit parlent arabe, mais arabe littéraire, ce qui est assez compliqué quand on vit au Maghreb, ce qui n'est pas la langue courante de la population. Plutôt, il y a une grande différence entre l'arabe qu'on apprend à l'école, c'est-à-dire l'arabe littéraire, et l'arabe dialectal. Est-ce que je joue un rôle dans la communication? Bien évidemment, les interprètes, ce n'est pas l'interprète avec lequel je travaillais, mais les interprètes chinois jouent un rôle majeur dans la communication. Pourquoi je me retrouvais justement dans ces réunions pour traduire certains éléments de l'anglais vers le français ou de l'anglais vers l'arabe? C'est parce que justement, les interprètes chinois eux-mêmes ne peuvent pas être partout. Ils sont souvent mobilisés par la direction pour aller à la capitale, pour assister à des réunions plus importantes à Alger, pour aller rencontrer des hauts fonctionnaires algériens, etc. Donc, il ne peut pas être tout le temps sur les chantiers. Il y a un manque vraiment d'interprètes à ce niveau-là. Et d'ailleurs, tous les Algériens sinisants qui reviennent en Algérie et qui espéraient travailler dans un domaine technique se retrouvaient souvent dans des postes de communication, de direction, et qui ne mettent quasiment jamais en pratique leurs compétences techniques. Hein. La plupart qui sont partis en Chine pour faire des masters en ingénierie, quand ils reviennent en Algérie, ils ne sont pas ingénieurs. Hein. Ils reviennent en Algérie, ils sont cadres dans l'administration. Ils sont certes bien payés, ils ont une flexibilité en termes de planning et de travail. Ils ont pas mal d'avantages sociaux et même financiers, mais
ils ont enfin, c'est en tout cas ce qu'ils, je répète un peu ce qu'ils expriment, hein, de ne pas avoir cette chance de mettre en pratique leurs compétences techniques. Mais c'est compensé par tous les éléments que je viens d'évoquer. Donc, je ne sais pas si j'ai fait le tour à la question, sinon n'hésitez pas à me le préciser. Je vais ajouter quelque chose. Si vous êtes intéressé précisément par le rôle des interprètes dans les relations entre entreprises chinoises et entreprises en Afrique, vous avez une thèse qui a été soutenue il y a quelques années par un Français parlant chinois, qui avait le statut d'interprète, dont la femme était chinoise et qui avait aussi le statut d'interprète. Et ce qu'il décrit est assez intéressant parce qu'il montre que ces interprètes ont un pouvoir considérable, même s'ils n'ont pas d'un niveau hiérarchique élevé. Hein, puisque tout va passer par eux, c'est eux qui vont discuter, entre autres, du paiement des factures, qui vont accepter des rééchelonnements et ainsi de suite. Et donc, c'est vraiment une charnière, hein, de gens qui ont un travail d'abord qui est aléatoire, parce qu'une fois le chantier terminé, ils ne sont pas sûrs de retrouver un autre chantier. Mais pendant le temps les 2 ou 3 ans pendant lesquels ils sont en poste, ils sont vraiment, sans eux, le chantier ne pourrait pas fonctionner, ni du fait des autorités locales, ni du fait des entrepreneurs chinois. Donc, cette thèse, de ce point de vue, est particulièrement enrichissante pour comprendre le rôle. Et si vous voulez, vous avez très bien fait tout à l'heure, quand vous avez mis interprète entre cadre supérieur et cadre moyen. Hein, ils sont pas dans le rôle des cadres supérieurs, même si souvent ils ont des décisions qui surpassent les gens qui leur sont supérieurs. Et donc, mademoiselle Liu est directement concernée parce qu'elle débute, enfin, elle débute. Elle est au début de sa thèse, dirigée par Giorgio Biondo à l'EHESS, et elle On travaille vous sur. entend très mal, Ah, vous m'entendez? on vous entend très mal. Ah. Non, je répète, je dis que mademoiselle Liu est directement concernée parce qu'elle débute une thèse sur l'Institut Confucius à Djibouti, sous Ah la oui, oui. direction de Giorgio Biondo. Donc, elle est directement concernée, je pense, au quotidien, en fait, par cette fonction d'interprète, en quelque sorte. Oui, elle vient de m'envoyer un message. Euh, Là, je ne peux pas le donner immédiatement, il faut que je refasse une recherche, mais qu'elle prenne directement contact avec moi de façon à ce que je n'oublie pas, n'est-ce pas? Bon. Voilà. Et tant qu'on est sur les thèses et les doctorats, vous vous rappelez, Thierry, du nom et du prénom du doctorant qui soutient fin mars? Oui, non, justement, c'est ce que j'étais en train de dire. Là, Ah, soutien fin mars. Ah, attendez, je vais vous le dire, c'est comme Journiac. Ah, merci. hein. Je peux vous envoyer l'avis de soutenance, le transférer. Hop là. Excusez-moi, je fais mon courrier en même temps pour répondre aux questions qui sont posées. En plus. Voilà. Ça, je peux le faire directement maintenant. Bon. Qui souhaite intervenir? Qui a des remarques à faire? Oui, mais votre thèse, elle n'a pas donné d'objet de publication, là. Ah. Non, non, pas, justement, c'est en cours, j'ai des propositions pour la publication. Et comme je travaille en parallèle, donc du coup, c'est un peu compliqué de m'y mettre. Mais je vais bien réfléchir pour voir auprès de quel éditeur je vais la publier et surtout sous quelles conditions, en fait. Alors, vous avez une possibilité. euh, il y a une collection qui est Les Afriques de demain, qui est la collection dans laquelle l'ouvrage que Xavier et moi avons dirigé a été publié. C'est chez l'Harmattan et dirons-nous, c'est quelque chose qui est très ouvert. Alors, vous êtes algérien, le responsable est marocain. Mais enfin, on peut passer au-dessus de certaines divergences. Hein. Sauf que vous ne parlez pas du Sahara occidental. Hein. Mais disons que je pense que qui pourrait très certainement accepter de vous publier. Hein. Ça, c'est dans son intérêt de multiplier les publications. Et je pense que ça-
ça serait alors, le seul inconvénient, c'est de ne pas avoir un environnement scientifique un petit peu oppressant, hein, qui vous oblige à bien corriger. Oui, C'est un petit peu livré à vous-même, hein. Mais ça peut être vous n'aurez rien à verser, il y a rien à avancer financièrement, hein. Donc, ça peut valoir le coup. d'accord, ok. Ah, et si vous voulez, je lui ferai un mot également. Oui, pourquoi pas, en fait. Moi, j'ai reçu comme ça des propositions par-ci et par-là, mais j'ai pas eu le temps de bien regarder les conditions, ce qu'il demande. Et je sais Faites qu'il y a un attention. travail de relecture à faire, Faites d'actualisation aussi. attention parce que, et ça vaut pour tous les doctorants, vous Mm. avez énormément d'arnaques au Ouais. bouquin. C'est-à-dire que les gens vont soi-disant vous publier, ils vont vous publier effectivement, éventuellement vous en payez quelque chose, et tous les bénéfices ultérieurs, s'il y en a, seront pour. Vous avez un truc, je crois, qui s'appelle édition universitaire européenne, ou un truc dans ce Ouais. goût-là, vous en avez des Mm. américaines aussi, vous en avez des chinoises aussi, hein. Non. Voilà. Tandis que là, cette collection, moi, on sait qui la dirige Oui, et on connaît la maison d'édition. d'accord. Ben, de toute façon, on en reparlera prochainement, hein. Pas de problème. Pas de Merci problème. beaucoup. D'autres questions? Non, bah écoutez, si personne n'a de remarques à faire, de questions à poser, d'informations à communiquer, eh bien, nous allons remercier Hicham pour son exposé. Et pour ceux que ça intéresse, le prochain exposé, le prochain séminaire a lieu, attendez que je retrouve la date. La date, c'est le 7 mai et le thème, c'est les relations entre la Chine et la Turquie, hein, de l'asymétrie économique et commerciale aux enjeux stratégiques régionaux. L'intervenant s'appelle Emmanuel Véron, hein, et je pense que ça pourrait être intéressant, d'autant plus que la Turquie s'agite d'une manière générale beaucoup pour trouver sa place et intervient pas mal en Afrique, en concurrence avec les entreprises chinoises, et qu'elle est dans une situation assez particulière dans la mesure où elle-même, pour des travaux d'infrastructure, dans certains cas, doit faire appel à la Chine, mais pour d'autres travaux d'infrastructure, elle peut les commercialiser elle-même. Donc, c'est une concurrente cliente de la Chine, et ça fait donc un profil intéressant. Bien, ben écoutez, je vous remercie à tous, hein, et donc sans peut-être à la prochaine fois. Au Merci revoir, beaucoup. merci, Charles. Merci à vous. Ciao. Au revoir. Au revoir, Au revoir. au revoir.